Beaucoup de contributions et de questions cette semaine encore au standard du groupe WhatsApp du podcast. Je ne réponds pas à toutes car certains commentaires n'appellent pas de réponse mais sont tout simplement des précisions ou des compléments sur des différents sujets que nous abordons. Pour d'autres, je laisse d'autres contributeurs répondre à ma place car ils le font mieux que moi. Écoutez, c'est très instructif. Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Très bon podcast qui a duré un peu plus d'une heure si je ne m'abuse. Ça peut paraître un peu long, mais il y avait quand même pas mal d'informations dedans. Quand vous avez parlé un peu des marques chinoises, il y a un petit amalgame qui se fait avec les groupements de constructeurs chinois qui ont racheté des constructeurs automobiles occidentaux et des constructeurs purement chinois, même très récents comme BYD. Et il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que il y a des constructeurs chinois qui font développer leurs véhicules en Europe pour l'Europe, comme Geely, avec des équipes 100% européennes. Et d'ailleurs, le groupe SAIC l'a très bien compris avec MG Motor, où ce sont la plupart des gens qui ont travaillé dessus, des anglo-saxons qui ont bossé sur le développement et la validation du modèle. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle la MG4 est aussi aboutie. Et j'espère que les futurs MG seront du même acabit, bien entendu. Mais il ne faut pas tout confondre. Et on peut très bien avoir des véhicules fabriqués en Chine et de très bonne facture. D'ailleurs, Geely l'a fait avec la Volvo S90 qui était fabriquée dans son usine de Shanghai, si je ne dis pas de bêtises. Et les Tesla qui sont aussi fabriqués à Shanghai. Donc il faut éviter un peu les amalgames et être un peu plus précis quand on parle de véhicules d'origine chinoise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne soirée et un très bon dimanche. Salut. Alors, j'ai une question concernant les moyens de recharge à domicile. Aujourd'hui, il y a en France en tout cas 3 possibilités pour charger à la maison. Et en fait, il existe la prise P17 qui est pas légale pour recharger son véhicule, alors que elle existe dans les campings, sur les ports aussi de plaisance notamment. On la voit aussi à d'autres endroits quand on commence à regarder un peu. Et donc la législation ne permet pas de recharger à domicile avec ces prises, alors qu'il existe des prises P17 qui sont sécurisées en fait, qui empêchent l'électricité d'être présente via un disjoncteur et un interrupteur qui se met en route au moment où on branche la prise. Donc voilà, donc je voulais savoir si il y avait, si quelqu'un avait à sa connaissance en tout cas la possibilité d'une avancée dans la législation concernant ces prises, parce que c'est quand même une solution moins onéreuse qu'une borne de recharge et plus intéressante qu'une prise classique et que les prises Green Up qui, au-delà de certains modèles de véhicules, sont un peu justes. Voilà, donc si quelqu'un a des réponses concernant de possibles avancées concernant ce mode de recharge. Voilà, merci. Oui, bonjour Christophe. Alors je reviens sur un sujet là qu'on alimente régulièrement. Là, c'est alors est-ce qu'un particulier peut installer une borne chez lui? Est-ce que la P17 est autorisée? Voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui mélangent deux choses. Ils mélangent la technique et le juridique. Alors moi, je me permets de parler de ce sujet-là parce que notamment à travers mon business, on forme les électriciens RVE, donc on est un peu censé connaître les normes et la réglementation. Alors, ce que dit la C1500, qui est une norme d'application obligatoire en domestique, alors c'est vrai que c'est pas rigolo, c'est obligatoire, c'est-à-dire que ça peut être coercitif en cas de problème, c'est que toute prise inférieure à 32 ampères doit avoir des obturateurs. C'est pour ça que la P17 n'est pas autorisée. Alors, pour certains, ça paraît débile, parce que les P17, on en a partout dans les campings, on en a partout sur les places de marché. Mais en fait, la C1500, elle a des domaines d'application, domestique, camping, place de marché. Et en fait, si vous mettez une prise sans obturateur dans votre maison, vous ne respectez pas la C1500. Bon, on va dire que c'est pas foncièrement un problème, hein, parce que vous pouvez rouler à 138 sur l'autoroute. Le seul souci, c'est que là, c'est le même sujet, c'est que si demain vous avez un accident qui touche bien sûr l'obturateur, hein, c'est clair que si votre insert de cheminée met le feu à la maison,
l'assureur, il va pas venir voir si votre borne était conforme. Mais admettons que vous ayez une électrocution, ce qui serait bien sûr terrible. Si d'aventure un électricien vous a posé une P17 sans obturateur, vous serez très embêté à double titre. Évidemment suite à l'accident, mais surtout juridiquement parlant. Donc aujourd'hui c'est comme ça. Alors certains disent que c'est du protectionnisme, oui peut-être. On serait bien les seuls à pas en faire. Mais en tout cas c'est ça. Donc la fameuse borne Tesla, elle est à câble attaché, donc sans obturateur. Et les fameux montages là, qui ont été soi-disant validés par des bureaux de contrôle. Alors moi j'attends toujours le courrier officiel de ce truc-là. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, parce que ça me paraît quand même surprenant qu'un bureau de contrôle déroge à la C1500. Ça reste des bricolages. Bon, moi maintenant, pourquoi pas, il y en a tellement. J'ai fait beaucoup d'installations chez des particuliers, j'ai vu des installations dans un état tellement lamentable que, à la limite, ça m'aime pas beaucoup. Bon, maintenant, acheter une Tesla à 60 000 euros dans une maison qui vaut 600 000 et aller prendre un risque pour gagner 500 euros, je trouve ça un peu dommage, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. En tout cas, moi, je suis pas là pour vendre. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut à tout prix passer par un électricien, mais c'est quand même une assurance. Le jour où vous avez un pépin, c'est clair que si ce pépin il touche une modification de votre installation et que vous n'êtes pas capable de produire une facture avec une décennale en face, l'assurance, je dis pas qu'elle va pas vous assurer, mais elle va certainement retirer quelque chose. Ça c'est du vécu. Moi j'ai des clients qui sont trouvés dans ces cas-là. Voilà. Maintenant, moi personnellement, je suis ingénieur électricien et je pourrais très bien installer la borne moi-même. Mais comme j'ai pas de décennale, chez moi je l'ai pas fait. Je suis passé par un élec pour avoir une facture et une décennale. Après maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment sur les forums, interviennent et écrivent n'importe quoi, mais on n'assume pas les risques derrière. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire des conneries par des gens extérieurs. Et puis ces gens-là, ils vont se retrouver bien embêtés. Voilà, c'est ça qui est dommage. Donc souvent j'interviens pour dire oui, la C1500 elle est obligatoire. Oui, vous pouvez installer une borne, mais vous prenez le risque. Et oui, l'obturateur est obligatoire. C'est du protectionnisme, mais c'est comme ça. Après, ceux qui hurlent haut et fort, ils ont qu'à monter au créneau et faire publier un décret ou une modif de la C1500. Donc là, c'est sur la partie copro. Alors, le vrai problème, c'est que les gens qui ont rédigé ce fameux, c'est un article de la loi LOM, hein, le droit à la prise. Comme d'habitude, ils n'étaient pas dans la vraie vie, ces gens-là, et ils ont imaginé un process qui pose problème, parce qu'en fait, pour faire une vraie demande, alors déjà, il y a tout un processus qui est expliqué là dans le guide de l'AVER que je vous ai mis. Il y a également un guide Enedis, mais globalement, on y reprend les mêmes éléments. C'est que vous avez un process à faire, donc il faut que vous fassiez une demande officielle auprès de votre propriétaire ou du syndic selon les cas. Et cette demande, elle doit être circonstanciée, hein, c'est-à-dire que vous devez expliquer ce que vous devez faire et vous devez joindre des éléments que vous n'aurez forcément pas si vous n'avez pas fait venir l'installateur et fait faire de devis. Le problème, c'est que tous les installateurs dont j'ai fait partie à une époque, ils ont tellement fait de devis pour rien qu'aujourd'hui, personne ne veut les faire. C'est logique parce que on bosse pas pour rien en France. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais c'est pas une bonne idée. Donc en fait, quand quelqu'un vous appelle en vous demandant, par exemple, le schéma électrique de l'installation, vous le donnez jamais. En phase de vie, vous n'allez pas donner des éléments d'étude en phase de vie, surtout gratuitement. Donc du coup, vous avez 9 chances sur 10 que votre demande elle soit non recevable. Donc c'est pareil, hein, utiliser des avocats. Là, j'ai vu quelqu'un parler d'un conseiller juridique. Franchement, moi je vous le déconseille de faire ça parce que c'est pas l'avocat qui va vous faire un schéma électrique. Donc il va vous faire une demande et cette demande elle va être rebootée directement. Ou alors il y a un truc très facile pour s'échapper, ce que font les bailleurs, hein, c'est qu'ils disent qu'ils vont mettre en place une infrastructure collective, genre Enedis, colonne horizontale, ou par un opérateur, The Plug, Watt, Park and Plug, enfin voilà. Et ça c'est facile parce que ça boîte en touche. Hein, ils vous répondent on va faire une installation collective. Ils oublient juste de vous dire qu'ils vont la faire en 2028. Et derrière, vous attendez. Voilà. Donc en fait, je veux pas inquiéter ceux qui sont dans ce cas-là, mais effectivement, vous pouvez tenter le dialogue. Si le dialogue est très fermé, parce que le problème, si vous allez voir un propriétaire et qu'il doit faire des travaux dans une partie commune et donc sortir de l'argent, bon courage, quoi. Hein. S'il veut pas les faire, c'est que déjà il a une bonne raison pour voilà.
Donc le dialogue, ça peut être quelque chose. Après, suivez bien les process là. Et puis derrière, il y a des fois des retournements de situation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent d'avis, ou sinon ça bloque. Et là, quand ça bloque, si vous avez 3 ans devant vous et envie de vous fâcher avec tous vos voisins, faites ça. Sinon, soit vous chargez, je vois la personne qui est sur Lyon, évaluez vraiment votre besoin, parce que honnêtement, à part un taxi ou un VSL ou quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de kilomètres, la borne, on peut arriver à s'en passer, soit en chargeant sur le réseau Isulia, qui est quand même assez ouvert, soit en sortant de Lyon, vous partez dans le sud, vous arrêtez à Chasse-sur-Rhône, vous allez chez Unity. Voilà, vous pouvez... alors c'est vrai que de vous donner la réponse de dire passez-vous de la borne, quelquefois... moi, c'est ce que j'ai conseillé à certains clients. Hein. Ils ont abandonné, ils ont changé de copro, ou alors ils sont passés d'une borne, et ils attendent qu'une infra collective soit mise en place. Ce truc de droit... faut savoir, si vous regardez les cibles à devenir, vous verrez que la part des cibles accordées aux copros, elle est relativement faible. C'est-à-dire que depuis 2016, on a plus posé de bornes sur la voirie, sur les entreprises qu'en copro. Il y a bien une bonne raison, c'est qu'en fait c'est un marché qui est très complexe et qui est peu rentable pour les installateurs. Oui, bonjour Manid de La Réunion. J'ai une observation à faire et une question à poser. La première observation concerne en fait le traitement des essais des véhicules électriques en règle générale. Ce que je constate, c'est que la presse numérique m'a l'air plus pointue dans les essais. Je prends l'exemple de Frandroid du Numérama, dans les essais de véhicules électriques, en comparaison à la presse automobile traditionnelle où ils ne font en fait ils ne traitent les véhicules électriques exactement comme les véhicules thermiques. Et ils ne vont pas au-delà des spécificités que représentent les véhicules électriques. Et ma question, elle concerne en fait le monde en fait de l'électrique en général. Ce que je constate, j'imagine que au niveau des conducteurs des véhicules électriques, précisément au quotidien, il devrait avoir, j'imagine, autant de conductrices que de conducteurs. Or, ce que je me rends compte, c'est que dans tous les domaines, que ce soit les intervenants, les journalistes, les youtubeurs, il s'agit là d'un monde quasi exclusivement masculin et il n'y a quasiment aucune présence féminine. Je prends pour contre-exemple la chaîne YouTube anglaise qui s'appelle Electrifying, où les personnages principaux sont des femmes. Je suis vraiment étonné par cette absence en fait dans le milieu de l'électrique ici chez nous en France. Oui, bonjour Manedi, merci pour ces remarques, encore une fois très pertinentes. Alors concernant les essais automobiles, en effet, il y a aujourd'hui un peu 2 écoles, on va dire. L'école des médias traditionnels de l'automobile, qui sont des médias historiques, qui existent depuis longtemps, et qui ont fait peu à peu leur adaptation et leur mise à jour à l'électromobilité, non sans difficulté parfois, et même encore aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, il y a les sites qui viennent de la presse tech, et je les connais bien puisque j'en viens aussi à l'origine, qui ont pris le sujet de la voiture et par le biais de la technologie, c'est-à-dire la voiture électrique, la voiture connectée, la voiture autonome, etc. Et qui s'acculturent peu à peu à ce monde qui est nouveau pour eux. Ils le font très bien, pour la plupart, avec beaucoup de talent, et notamment effectivement chez Frandroid et compagnie. Nous, on essaye chez Automobile Prod d'être un peu entre les deux et d'avoir un peu le meilleur des deux, c'est-à-dire en même temps des journalistes automobiles qui ont une culture automobile, une vraie culture automobile, et qui ont essayé des voitures et conduit des voitures bien avant que la voiture électrique n'arrive sur le marché, et puis d'un autre côté un angle aussi tech, très technologique, avec une approche originale des essais longue durée, des essais sur l'autonomie réelle des voitures, et puis évidemment tout l'aspect technologique des voitures qui est régulièrement mis en avant. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, concernant effectivement la prédominance écrasante des hommes dans ce milieu et dans ces métiers, malheureusement on n'y peut pas grand chose. J'ai déjà répondu, on en a déjà parlé dans
dans un commentaire précédent sur le podcast. Nous, on essaye de féminiser notre équipe, c'est pas évident. Je peux annoncer qu'on aura prochainement une collaboratrice, une contributrice féminine sur le podcast avec une rubrique particulière et qui ne sera pas une rubrique typique de femmes et automobiles, mais non, une rubrique professionnelle. Et donc ça devrait arriver d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et puis on va essayer de continuer dans cette voie. Voilà. Bonjour Monsieur Éric Dupin, moi c'est Roman, bientôt 40 ans, j'habite à Metz en Lorraine. Et par rapport à cette région de France, actuellement les températures se font de plus en plus hivernales, froides, avec comme conséquence des routes enneigées et parfois glissantes. Et du coup la question est la suivante. Dans un véhicule électrique, pour favoriser au mieux la motricité et l'adhérence sur route glissante, vaut-il mieux privilégier un mode de régénération puissant ou à contrario le plus faible mode de régénération possible? Alors sachant que sur les Tesla, dans tous les cas, le mode de régénération est unique, hormis sur les derniers km/h, même si sur l'Highland, c'est d'office de facto en mode serrage. Mais pour les véhicules disposant à minima d'un mode B ou de différents degrés de régénération réglable, vaut-il mieux privilégier une régène forte ou plutôt une régène faible pour favoriser la motricité? Si vous avez la réponse, je vous en serai gré. Et d'ici là, bonne et longue route à tous. Salut. Bonjour Roman et merci pour cette question pratique. Alors je ne suis pas allé consulter les spécialistes de la question, mais je vais vous faire une réponse de bon sens et d'utilisateur. Alors déjà sur les Tesla, notamment le Model 3, il y a encore des modèles, les versions 2019, de 2019 à 2021, qui ont l'option qui permet de régler la puissance du frein régénératif. Donc on a deux positions, position normale et position fort, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et donc on peut choisir. Moi ce que je fais, c'est que quand je fais des road trips et que je prends les routes nationales, départementales et les autoroutes, je mets la régénération faible, parce que ça me permet d'avoir une espèce d'effet roue libre qui me permet de, je pense, et je l'ai déjà dit, d'optimiser ma consommation. C'est aussi le mode que pour lequel j'opterais si je devais rouler sur une chaussée glissante ou sur la neige, parce que je pense que tout simplement avec la régénération un peu forte, si vous faites un lever de pied un peu brusque en entrée de virage, vous risquez d'avoir un transfert de masse, même si la voiture corrige d'elle-même, mais qui risque de pas être très agréable. C'est-à-dire que la voiture veut peut-être partir un petit peu en sous-virage et d'un coup l'arrière va partir et va essayer de vous rattraper. Donc je conseillerais vraiment de rester en régénération faible. Voilà, donc je ne sais pas ce que conseillent les autres, mais en tout cas c'est ce que je ferais et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire essayer d'une façon ou d'une autre de limiter les effets du frein moteur quand on est sur une chaussée glissante. Voilà. Oui, bonjour, Johan de Laval. J'ai beaucoup aimé l'interview du responsable du spécialiste du recyclage des voitures en fin de vie, et ça me fait penser à une question pour les prochains invités du podcast, les prochains invités qui seront responsables de marques, comme on a eu récemment Jeep ou d'autres qui sont passés au podcast. Il a été dit que 95,6% de la masse d'un véhicule était recyclée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans les voitures neuves, quelle est la masse de produits qui vient du recyclage. Est-ce qu'ils achètent que de l'acier neuf, du plastique neuf, ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a une part du poids d'un véhicule neuf qui est issu du recyclage et qui reviendrait donc en fait du spécialiste qu'on a entendu précédemment dans le podcast. Et ben merci s'il y a la possibilité de poser cette question aux prochains invités qui viendront dans le podcast. À bientôt. Bonjour Johan, merci pour la question. Alors le responsable de la société que j'ai interviewé la semaine dernière, Monsieur Godot de la société Indra, qui est le leader français du recyclage automobile, nous expliquait que dans leur process, en fait, ils travaillent déjà avec les constructeurs automobiles au moment de la conception et de la construction des voitures, ce qui pourrait répondre en partie à ta question. Pour le reste, je n'en sais pas plus, mais je ne manquerai pas de poser la question lorsque j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres spécialistes du sujet. Merci. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs du podcast. Jean-Christophe d'Arcachon. Je voudrais juste rebondir sur un commentaire qu'a fait Sébastien dans le dernier épisode du podcast, où il disait que Easivia c'était quand même mieux que Total.
Je voudrais juste dire que je trouve personnellement que Total a fait des gros efforts, qu'aujourd'hui sur l'autoroute, ce sont les stations de recharge les mieux équipées, il y a beaucoup de bornes, il y a toujours un toit, des raclettes, des poubelles, même des aspirateurs, etc. Et surtout, au niveau fiabilité, depuis que Total est passé des bornes EVBox aux bornes Alpitronic et ABB, c'est beaucoup mieux. En tout cas, de mon expérience, c'est beaucoup mieux. Et j'ai eu confirmation d'un modérateur de ChargeMap qui me dit qu'effectivement, lui, il voit beaucoup moins de messages négatifs passer à propos de Total. Et moi, personnellement, actuellement, j'ai beaucoup plus confiance dans une station Total, d'autoroute en tout cas, qu'une station Unity, par exemple. Voilà. Bonne journée. Bonjour, Jean-Christophe Gignac du bassin d'Arcachon. J'ai une question à poser à toi, Eric. Le protocole WLTP calcule l'autonomie des voitures en les faisant rouler sur des rouleaux. Et du coup, comment est-ce possible d'arriver à un chiffre précis sans prendre en compte l'aérodynamisme de la voiture et le poids, etc. Parce que rouler sur des rouleaux, ça ne fait pas jouer l'aéro. Comment ça fonctionne? Je me suis toujours posé cette question. Et une personne qui est à côté de moi, qui s'appelle Alex, se pose la même question. Donc si tu as la réponse, elle est la bienvenue. Merci à tout le monde. Salut Jean-Christophe et merci pour toutes ces questions. Bientôt, il va falloir créer un canal spécialement pour toi si ça continue. Alors concernant les tests de WLTP, en fait, bien qu'ils soient effectués en laboratoire, effectivement sur des rouleaux, ils tiennent compte de l'aérodynamique et du poids de la voiture de façon assez réaliste. Alors pour l'aérodynamique, d'après mes renseignements, les tests WLTP tiennent compte de l'aérodynamique en utilisant un coefficient de résistance aérodynamique spécifique au véhicule. Donc ça, c'est basé sur des mesures réalistes qui sont réalisées en soufflerie ou par simulation numérique. Donc effectivement, maintenant, il y a beaucoup d'intelligence, enfin, je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle, mais oui, on peut en parler, et d'algorithmes qui permettent de simuler l'utilisation réelle d'une voiture. Donc ça représente la résistance à l'air. Et le test simule les différentes vitesses de conduite et ça prend aussi en considération l'effet de la résistance au vent et sur la consommation. Concernant le poids, c'est pareil, il y a des capteurs de poids, le poids est pris en compte dans les tests WLTP, donc les voitures sont testées à différentes charges et avec différents scénarios de conduite. Il faut savoir aussi que certains modèles sont pris aléatoirement pour faire des tests réels, grandeur nature, sur la route. Donc en fait, avec toute cette batterie de tests, on s'approche vraiment de la réalité. Alors c'est des tests qui sont en laboratoire, ils reproduisent pas parfaitement les conditions réelles de conduite, mais en intégrant des éléments comme l'aérodynamique et le poids dans les calculs du cycle de conduite, eh bien les tests WLTP sont de plus en plus réalistes. Voilà ce qu'on peut dire sur les tests WLTP. Bonsoir, je pense qu'on a tous été confrontés un jour ou l'autre à la bêtise humaine, mais c'est vrai que le véhicule électrique dans son ensemble cristallise un peu cette débilité, si je puis dire, et moi j'en ai fait les frais parce que quand j'étais technicien d'essai véhicule, j'étais le seul intéressé par l'électromobilité et les véhicules électriques, donc c'est bien parce que mon chef il pouvait compter sur moi pour faire les essais sur ces types de véhicules, mais souvent j'étais l'objet de railleries, etc. Et moi ce que je faisais par contre-pied, c'est que du coup à chaque fois qu'il y avait une thermique qui rentrait, je pestais parce que je disais ça pue, je toussais, je faisais en sorte qu'ils mettent l'aspiration le plus tôt possible pour les gaz d'échappement, j'aérais en grand les portes de l'atelier, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, tant pis pour eux, au moins pour leur faire comprendre que leur machin il pollue, alors que le VE on peut le rentrer dans l'atelier, on peut le brancher et tout, et on peut respirer à côté quoi. Donc je rentrais pas forcément directement dans leur jeu, mais je leur faisais comprendre qu'à un moment donné il fallait réfléchir quoi. En tout cas, bon courage. Bonjour, une petite réponse rapide. Alors moi personnellement, je parle de mon seul cas personnel et qui n'est peut-être pas représentatif, mais je n'ai jamais été confronté à ce type de comportement ni ce type de remarques. Quand je parle de voiture électrique, au pire, ça déclenche des questions un peu curieuses, quelques petits chambrages plutôt gentils, mais alors est-ce que c'est le fait de dire qu'on a une Tesla, je sais pas, il y a une espèce d'aura autour de cette marque qui fait que les gens ont peut-être un peu moins envie de troller, quoique.
parce que ça peut aussi déclencher effectivement des réactions inverses et un petit peu hostiles. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé, ni auprès de mes relations, ni sur la route. J'ai jamais vraiment senti de réaction hostile. Parfois des petites provocations pour voir ce que la voiture a dans le ventre, et plutôt des provocations à l'accélération, des choses comme ça. Ce que je vois beaucoup plus, c'est toutes les bêtises qu'on lit, les âneries qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui sont clairement le fait d'anti-VE, dont on a l'impression qu'ils sont réellement en mission. J'en vois tous les jours et j'en ai spoté 2-3 sur LinkedIn qui racontent des conneries du matin au soir. Je me suis même lassé de leur répondre. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, non, moi je trouve que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!